en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale à la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, hier, on constatait dans un article de Thomas Gervais que les employés du ministère de l'Environnement avaient un grand malaise avec le dossier Nordvolt et ils se vidaient le cœur sur Teams. Alors, je cite leur conversation. « On essaie à tout prix de rendre le projet acceptable alors qu'il ne l'est pas. Il faut aussi faire comme si on ne savait pas une information qu'on sait. Ça, j'aime moins ça. Oui, tout à fait, ce n'est pas transparent et c'est un peu croche. Et il faut tout faire pour que le ministère ne paraisse pas mal. » Fin de la citation. Et aujourd'hui, Madame la Présidente, on apprend que le ministère de l'Économie a aussi tenté de faire pression sur la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, pour faire sauter un règlement sur les milieux humides. Donc, on voit clairement que le ministre de l'Environnement était à la merci de Fitzgibbon et du premier ministre. Est-ce qu'il peut sérieusement, aujourd'hui, encore nous dire et dire à tous les Québécois qu'il n'a pas aidé Nordvolt à éviter le BAP? Sérieusement? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Ce sont des questions qu'on a eues à quelques reprises par le passé, donc les réponses vont ressembler à ce qui s'est dit par le passé au cours des derniers mois. Le gouvernement tenait à développer cette filière batterie qui est de la plus haute importance stratégique, autant pour le développement économique du Québec que pour le développement d'une économie verte, d'une économie décarbonée. À partir du moment où on dit ça, il faut regarder quel est l'état de notre réglementation. La réglementation qui prévalait à l'époque n'avait rien qui permettait l'établissement de cette filière batterie. C'est une réglementation qui était tout simplement inexistante. Donc, nous avons eu à développer une réglementation pour permettre l'implantation, une réglementation qui s'appuie d'ailleurs, encore une fois, comme c'est le cas au Québec, sur le processus d'évaluation environnementale parmi les plus stricts au monde, sinon très certainement en Amérique du Nord. Donc, nous avons développé cette réglementation. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une consultation publique à laquelle l'opposition officielle n'a d'aucune façon participé, à laquelle la collègue de l'opposition n'a pas non plus participé. Maintenant, les règles sont claires, elles s'appliquent à tout le monde, elles ne visaient pas à favoriser... Complémentaire. Madame la Présidente, dans le Journal de Québec du 6 mars 2024, on titrait, je cite, « Québec admet avoir aidé Nordvolt à éviter un examen du BAP ». Ça, c'était basé sur les propos du ministre qui disait clairement que s'il y avait eu un BAP, il n'y aurait pas eu Nordvolt, il serait allé ailleurs. Puis lui, il y tenait vraiment beaucoup à ce projet à tout prix. S'il était capable de l'admettre en mars dernier, pourquoi il n'est pas capable aujourd'hui d'admettre qu'il a tout fait pour éviter un BAP à Nordvolt? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. La collègue fait des amalgames douteux. Ce que j'ai mentionné à l'époque, c'est qu'il y avait une course. Oui, monsieur le leader de l'opposition officielle, brièvement, quel est votre rappel au règlement? Présente, le ministre, ma collègue ne fait pas d'amalgame, il cite un article. Le ministre lui-même a avoué qu'il a tout fait pour le BAP. Bon. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, je vous écouter. Question d'équité, puis on va poursuivre. Madame la Présidente, manifestement, c'est pas une question de règlement. Il n'a pas invoqué d'article, c'est pas au lexique. Alors, monsieur le leader... Alors, je suis debout. Article 32, article 37, demeurez assis et silencieux. Nous allons poursuivre. Monsieur le ministre, poursuivez. J'ai eu l'occasion de mentionner le printemps dernier, c'est qu'une course à travers le monde pour accueillir des entreprises de cette nature-là. Et s'il y avait eu des délais supplémentaires de plus d'une année, presque 2 ans, il est très probable que l'entreprise aurait choisi une autre juridiction. Je n'ai jamais dit, par contre, qu'on avait établi notre réglementation pour favoriser l'établissement de Nordvolt et éviter un BAP, et ça d'aucune façon. Donc, la réglementation, elle s'applique à tout le monde, elle s'applique à la filière batterie, et depuis, plusieurs autres entreprises ont fait du Québec une destination de choix pour s'établir et nous aider à décarboner l'économie. Deuxième, complémentaire. Madame la Présidente, à la lumière des conversations des fonctionnaires, à la lumière de la pression de la CAQ sur la communauté métropolitaine de Montréal et à la lumière des réponses qu'on a eues du ministre, franchement, Madame la Présidente, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire que le ministre n'a pas tenté d'aider Nordvolt à éviter le BAP. C'est un constat. La réponse du ministre.
Ce que je constate, c'est que l'opposition officielle tente de façon très ouverte, jour après jour, à miner l'établissement de cette filière batterie. Si le Parti libéral ne veut pas de cette filière-là, si le Parti libéral ne juge pas qu'elle est pertinente au développement économique non seulement du Québec, mais des régions du Québec, si le Parti libéral ne juge pas que la filière batterie est fondamentale pour atteindre nos cibles de gaz à effet de serre, c'est sa décision. Mais ce que l'on sait, en région, il y a des milliers d'emplois qui seront créés. Il y a des investissements majeurs qui se font et qui se développent jour après jour. Et je pense que d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique, on est tous gagnants, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, vous conviendrez avec moi, notre maison, c'est non seulement l'actif le plus important de notre patrimoine, c'est notre actif le plus précieux, rempli de souvenirs de famille. C'est l'investissement d'une vie. Imaginez que du jour au lendemain, vous apprenez que votre maison se trouve dorénavant en zone inondable, avec les conséquences négatives qui en découlent. Au niveau des restrictions quant aux modifications qui sont permises à votre propriété, des difficultés en matière d'assurance et de renouvellement d'hypothèque. Le tout combiné à une chute de la valeur de votre propriété et à une quasi-impossibilité de vente. Les municipalités sont encore une fois en première ligne dans ce dossier complexe. Les maires et mairesses connaissent la réalité de leur terrain. Ils ont des solutions, des mesures de mitigation à proposer. Il faut leur parler, collaborer avec eux, faire preuve de souplesse. Alors que les citoyens ont besoin d'être informés et rassurés, plusieurs se sentent démunis et délaissés par ce gouvernement dans ce dossier-là. Madame la Présidente, quelles actions la ministre des Affaires municipales pose-t-elle dans ce dossier pour rassurer les citoyens? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. C'est un dossier fort important, celui des zones inondables. Et malheureusement, au cours des dernières décennies, les cartes n'avaient pas été mises à jour dans certains cas depuis une trentaine d'années. Donc, il est normal qu'il y ait un ajustement qui est fait et surtout si on considère les inondations qui sont survenues de façon assez importante en 2017, 2019, il y a eu d'autres épisodes et ce sont des phénomènes malheureusement, auxquels on devra faire face de façon plus régulière et avec une intensité plus grande. Donc, le travail qui se fait actuellement en est un de mise à jour. Donc, on n'invente pas des zones inondables et si l'opposition officielle le pense, j'en suis fort désolé, on vient les identifier. On vient les identifier pour protéger les citoyens et les biens pour qu'ils puissent savoir de façon précise à quels risques elles font face. On vient innover de façon importante dans la réglementation qui est à l'étude. Elle n'est pas encore adoptée, elle est à l'étude au moment où on se parle. Actuellement, on est ou on n'est pas en zone inondable. Avec la réglementation qu'on va éventuellement édicter, on va venir préciser des catégories de risques, à savoir est-ce que c'est un risque très élevé ou très faible, et selon le risque, on viendra déterminer les conditions qui s'appliquent. Première complémentaire. Présidente, on reconnaît que la démarche, elle est importante, elle est attendue, mais l'enjeu ne concerne pas uniquement le ministère de l'Environnement. On parle d'aménagement du territoire et puis toute la réglementation qui en découle. Pour citer le maire de Vaudreuil, M. Guy Pilon, le ministère élimine le facteur humain, les êtres humains. C'est ce qu'on déplore le plus dans ce dossier-là. C'est vraiment, on oublie le citoyen et sa détresse. Le gouvernement doit prendre la pleine mesure du stress qui est engendré dans ce dossier-là. Madame la Présidente, est-ce que la ministre des Affaires municipales peut démontrer un leadership? La réponse de la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est un sujet très sensible, évidemment, pour les citoyens qui sont dans cette situation, possiblement ou non en zone inondable. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand on est arrivé en poste, d'ailleurs, en 2020, on a déposé le plan de protection contre les inondations. Oui, la cartographie se travaille au ministère de l'Environnement avec mon collègue, mais il faut voir que dans le passé, aucun plan de protection contre les inondations avait été déposé au Québec. Donc, on a pris nos responsabilités parce qu'il y a eu des inondations en 2017, il y en a eu en 2019. Chaque inondation coûtait 1 milliard, Madame la Présidente. Il fallait prendre nos responsabilités et on les prend. Présentement, on a même déposé la politique d'aménagement du territoire, la loi sur l'aménagement... Deuxième complémentaire. Actuellement, Madame la Présidente, ce qu'on entend, puis c'était un réel cri du cœur de la communauté métropolitaine de Montréal, on entend que les élus ont besoin d'être épaulés. C'est eux qui sont sur la première ligne. C'est eux qui doivent répondre aux questions des citoyens. Alors, j'implore la ministre de s'impliquer
de dialoguer avec les élus municipaux. Ils ont des solutions, ils connaissent la réalité du terrain, ils ont des mesures de mitigation. Elles s'impliquent de quelle façon? Ils sont en train d'organiser des opérations de porte à porte. C'est ça qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'elles s'impliquent activement? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. C'est un travail collectif qui se fait au sein du gouvernement, autant avec ma collègue des Affaires municipales, autant avec mon collègue de la Sécurité publique. Ça interpelle plusieurs ministères pour justement mettre à jour des informations qui doivent être connues des citoyens. Si on est dans un domaine qui est à risque d'être inondé, il faut pouvoir qualifier ce risque-là. Est-ce que c'est une récurrence? Est-ce que c'est une fréquence qui est à fort probabilité ou à faible débit? C'est quelque chose qui doit être connu et actuellement, cette information-là ne l'est pas, d'où le travail de mise à jour des cartes qui se fait par les communautés métropolitaines, par les MRC également, et par la suite, les citoyens sauront à quel risque ils font face. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler de racisme, mais la semaine dernière, un officier du SPVM l'a dénoncé. Selon le commandant Patrice Vilsius, le racisme est un cancer qui ronge le service de police de Montréal. Propos appuyés par un autre ex-commandant qui affirme que, et je le cite, « Quand il y a des gens, des communautés qui sont rendus des boss, il y a toujours un bruit de fond qui dit qu'il faut toujours que l'organisation en choisisse un ou deux de couleur, un importé, c'est le terme qui est utilisé. » Fin de la citation. Il y a 3 ans, le Comité sur la réalité policière a recommandé au gouvernement de financer une étude indépendante sur la discrimination dans le système policier. Ma question est simple. Est-ce que le ministre a l'intention de donner suite à la recommandation? La réponse du ministre responsable de la lutte contre le racisme. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et j'apprécie la question de la collègue. C'est un sujet qui est très sensible. J'ai lu avec intérêt la lettre récente du policier qui prenait sa retraite et j'entends souvent des gens s'exprimer sur la place publique par le fait même qu'il y a du racisme dans la société. Puis je ne vais pas le nier, Madame la Présidente. Il y a un enjeu de racisme dans notre société. C'est quelque chose qui gruge toutes les sociétés dans le monde, Madame la Présidente. C'est la raison pour laquelle on s'est donné ici au Québec une mission pour essayer de bouger les grilles sur la lutte contre le racisme. On s'est donné en 2020 le groupe d'action contre le racisme qui a eu comme résultat la nomination du premier ministre responsable de la lutte contre le racisme, un poste que j'occupe aujourd'hui avec fierté. Il y a du travail à faire, ça ne sera jamais parfait. À ce qui a trait aux enjeux spécifiques qui peuvent toucher certains secteurs, je dirais que, Madame la Présidente, que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit la fonction publique, que ce soit la société en général, on va toujours trouver des exemples de gens qui sont traités différemment parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont autochtones, parce qu'ils parlent une autre langue. C'est quelque chose à dénoncer et je le fais avec la collègue avec plaisir et on va continuer de le faire. Première complémentaire. Madame la Présidente, vous savez, c'est quoi la recommandation 134? C'est de financer une étude indépendante sur la discrimination dans le système policier. C'est pas plus compliqué que ça. Financer une étude indépendante. Nous avons demandé au ministère qu'est-ce qui est arrivé avec la recommandation. Surprise! On a décidé de ne pas y faire suite. Pourquoi, Monsieur le ministre de Sécurité publique, vous ne voulez pas faire suite à cette recommandation? Et je vous rappelle que vous adressez à la présidente. La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, c'est une question qui est extrêmement délicate, comme mon collègue l'a mentionné. J'ai été questionné sur la lettre ouverte la semaine passée par certains journalistes. Je ne doute pas que cet ex-go gradé du SPVM ait pu subir pendant ses 30 ans au service certaines situations difficiles. Je ne doute pas qu'il puisse avoir encore aujourd'hui certaines situations difficiles. Je ne doute pas qu'il y ait eu aussi des interpellations sur lesquelles certaines personnes se sont senties lésées. C'est documenté. C'est documenté. Maintenant, j'ai dit, et je répète, il n'y a pas de racisme systémique. Je ne crois pas qu'il y a de racisme systémique au SPVM. Il n'y a pas de racisme érigé en système au SPVM. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le député de l'Acadie. Madame la Présidente, le Comité consultatif sur la réalité policière recommandait une étude indépendante sur les mécanismes à l'origine de la discrimination dans le système policier, notamment à l'égard des Premières Nations.
Au moment, jeudi dernier, où on adoptait une motion pour la vérité et la réconciliation, le ministère de la Sécurité publique répondait à notre demande d'accès en disant « Oui, ça nous préoccupe, mais on a d'autres priorités. » Est-ce que c'est ça, la réconciliation pour le gouvernement de la CAQ? La réponse du ministre de la Sécurité. Madame la Présidente, la question est pas mal pareille. La réponse risque d'être la même. Je le répète, c'est une situation qui est délicate, qui est extrêmement difficile pour certaines personnes racisées qui ont pu subir dans les dernières années des situations extrêmement difficiles au sein du SPVM. Puis ça, j'en doute pas. C'est documenté, autant aussi du côté des actions que certains ont eues au SPVM, ou même du côté des interpellations policières. C'est documenté. Maintenant, je le répète haut et fort, je ne crois pas du tout qu'il y ait du racisme systémique au SPVM ou du racisme érigé en système au SPVM. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le ministre des Finances. Les Kings de Los Angeles sont en ville, sur le bras des contribuables québécois. Ça fait 1 an que le scandale a éclaté. Ça fait 1 an que le ministre a signé un gros chèque de 7 millions de dollars pour payer un petit week-end à des millionnaires du hockey américain, tout en faisant un petit clin d'œil à Gary Bettman au passage. Moi, je ne me souviens pas d'un moment où la CAQ a autant uni les Québécois et les Québécoises. Madame la Présidente, ils ont fait l'unanimité contre eux. Même les députés caquistes étaient petits dans leurs souliers. On s'en rappelle, le député de Beauce-Nord, c'est contre mes valeurs. Le député de Lac-Saint-Jean, il y aurait bien des choses à faire avec l'argent. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert un déficit de 11 milliards de dollars dans le dernier budget. L'austérité est à nos portes. Le prochain budget, il va faire mal. Tout le monde le sait. Le premier ministre l'a déjà dit. Alors, ma question ce matin pour le ministre des Finances, elle est très simple. Maintenant qu'on sait qu'on a un déficit de 11 milliards, si c'était à refaire, est-ce que le ministre des Finances re-signerait un chèque de 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles? La réponse du ministre des Finances. Oui. Bien, merci, Madame la Présidente. Ça va me permettre d'expliquer un peu les sources du déficit de 11 milliards, parce qu'il semble avoir une certaine incompréhension. D'abord, nous avons la définition de déficit la plus conservatrice au monde. Le déficit du Québec, au sens comptable, revenus moins dépenses, est de 8,8 milliards, qui correspond à 1,5 du PIB. Et bien que ce soit trop, il faut se rappeler que la Colombie-Britannique est à 2, que l'Ontario est à 1 et que le Québec est à 1,5. Pourquoi on a un déficit? Parce que l'économie mondiale ralentit, parce que les taux d'intérêt sont élevés, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec, parce que nous avons protégé le pouvoir d'achat des Québécois, parce que nous avons bonifié les salaires des employés de la fonction publique pour améliorer les services pour les citoyens. Première complémentaire. Madame la Présidente, si c'était les règles de la Ligue nationale qui s'appliquaient, là, on donnerait 2 minutes de pénalité au ministre des Finances pour avoir retardé le match. Parce que là, il vient de parler pendant 1 minute, puis il ne s'est pas approché du début d'1% d'une réponse à ma question. Moi, je vais lui donner quelque chose au ministre des Finances. L'an dernier, il s'est assumé puis il a fait face à la musique. Je le cite, « C'est mon projet, c'est mon idée. J'assume l'entière responsabilité de celui-ci. » Peut-il faire ça à nouveau ce matin et répondre à la question, par oui ou par non, est-ce qu'il re-signerait un chèque aux Kings, oui ou non? La réponse du ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, je dois comprendre que les sources du déficit, ça ne les intéresse pas. Alors... Je peux continuer? Alors, l'organisation de l'événement est sous la responsabilité de Gestet. L'événement aura lieu cette semaine. C'est une célébration du hockey. Ça me fera plaisir de faire le post-mortem avec vous après. On va laisser l'événement avoir lieu. Et je rappelle
que notre objectif était de valoriser une infrastructure publique qui a été construite pour tenir des matchs de la Ligue nationale de hockey au coût de 400 millions. Et qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, cette infrastructure, Mme la Présidente? Plus d'1 milliard. Et je vous rappelle que vous vous adressez toujours à la présidente. Deuxième complémentaire. Là, tout le monde le remarque. Le premier ministre, le ministre des Finances, n'est pas capable ou n'a pas le courage ou n'ose pas répondre clairement à ma question. 1 an après le scandale, si c'était à refaire, est-ce qu'il signerait à nouveau un chèque de 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles? Oui ou non? La réponse du ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, l'événement n'a pas eu lieu. Alors, l'organisation de l'événement est sous la responsabilité de Gestev. Les entraînements publics commencent aujourd'hui, ouverts au public, c'est gratuit. Les 2 matchs auront lieu. C'est sous l'organisation de Gestev, qui est une filiale de Québecor. Ça me fera plaisir de faire le post-mortem avec vous après l'événement. Et présentement, à Calgary, on veut construire un nouvel amphithéâtre pour l'équipe de hockey au coût de 1,1 milliard. Il y a un projet pour construire un amphithéâtre à Ottawa, ça coûtera plus d'1 milliard. Nous avons un amphithéâtre qui a été construit avec des deniers publics et nous voulons le valoriser. Question principale. Je reconnais maintenant le député Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Les gouvernements austéritaires se suivent et se ressemblent. Ils font croire qu'ils peuvent diminuer les revenus de l'État en améliorant les services. Ils échouent et ensuite ils coupent. Libéraux, caquistes, même combat. Et qui fait les frais de l'austérité? Notre culture, les artistes, notre identité. En 2017, le Conseil des arts et des lettres avait une enveloppe de 80 millions pour le soutien à la mission. Aujourd'hui, en dollars de 2017, c'est 75 millions. En plus, les coûts de production ont explosé depuis 2017. 5 millions de dollars, là. C'est une poignée de change pour les Kings, mais pour le milieu des arts, c'est énorme. Le ministre essaie, depuis le dernier budget, de convaincre les artistes qu'ils ont plus d'argent que jamais, mais la réalité est plus forte que les lignes de communication ministérielles. Le ministre peut-il avoir enfin la décence de reconnaître que les milieux des arts ont moins d'argent qu'avant? La réponse du ministre de la Culture et des Communications. Merci, Madame la Présidente. Mon collègue dit que la réalité est plus dure que les lignes de communication ministérielles. Moi, je vais lui répondre que les chiffres sont beaucoup plus clairs que les questions de l'opposition. Parce que quand on regarde les chiffres ne mentent pas. Je comprends qu'il y a l'article dans Le Devoir ce matin, article qui stipule lui-même qu'il ne prend pas en compte l'ajout de 10 millions de dollars qu'on a fait cette année. C'est de l'argent qui existe, c'est de l'argent qui a été versé au calque, c'est de l'argent qui va être versé aux organismes. On parle de 125 lieux de diffusion qui ont besoin de cet argent-là. Donc, il faut le calculer, Madame la Présidente. Et quand on le calcule, ce n'est pas un recul de 6 %, c'est une avancée de 5 %. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on peut en faire plus? On peut se poser ces questions-là, mais j'invite aussi mon collègue à lire la lettre ouverte des 300 artistes ce matin qui signent ce texte qui est assez intéressant dans les journaux, avec un ton beaucoup plus positif même que sa question. Eux-mêmes reconnaissent qu'on investit massivement dans les dernières années. Leurs chiffres, 25 %. Ils disent que, selon eux, le budget a augmenté. Donc, Madame la Présidente, ayons cette discussion-là de façon calme et posée, avec les bons chiffres. Après ça, moi, je suis ouvert à la discussion, notamment avec le milieu culturel, et ils le savent. Première complémentaire. Le ministre parle de ces 300 artistes qui signent aujourd'hui une lettre ouverte et qui demandent quoi? Des États généraux pour la culture. Des États généraux. Ça, d'habitude, c'est pas quelque chose qu'on fait quand les choses vont bien, Madame la Présidente. C'est pas quelque chose qu'on fait quand l'argent coule à flot puis que tout va bien. Alors, ma question, s'il a lu cette lettre, le ministre, est-ce qu'il va tenir des États généraux sur la culture? La réponse du ministre. Madame la Présidente, moi, je suis ouvert avec l'objectif, c'est-à-dire l'objectif, quel est-il quand on lit bien la lettre? L'objectif des États généraux, c'est d'avoir plus de compréhension sur la façon dont sont dépensées les sommes en culture. Je suis ouvert à cette idée-là. Je suis ouvert à avoir une discussion avec le milieu culturel là-dessus et la discussion, elle est déjà commencée.
Maintenant, je pense que le milieu a des enjeux qui sont très différents. L'industrie de la musique n'a pas le même enjeu que l'industrie du film. L'industrie du film n'a pas du tout le même enjeu que le théâtre, par exemple. Et je pense que dans chacun de ces cas-là, on doit regarder quel est le problème, on doit travailler sur les solutions. On le fait en ce moment avec l'avenir de l'audiovisuel. On a créé un groupe de travail, on revoit au complet le cadre, la façon dont on finance nos productions. On est en train de le faire avec nos festivals qui ont perdu des revenus à Montréal. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, j'aimerais savoir si cette ouverture va se transformer aujourd'hui en engagement. J'aimerais savoir si le ministre de la Culture va demander à son gouvernement de voter en faveur de la motion qui demande très simplement des États généraux sur la culture au Québec. La réponse du ministre. J'ai dit clairement que je suis d'accord sur l'objectif d'avoir davantage d'informations sur la façon dont on dépense les sommes. Très, très ouvert à ça. Maintenant, je ne pense pas que ça prenne des États généraux pour y arriver. Mais on va continuer le travail qu'on fait déjà, que ce soit pour préparer l'avenir, mais aussi pour continuer d'investir. Et prenons un pas de recul. Tantôt, le collègue parlait des données du calque. Depuis 2018, le budget total. Donc, éloignons-nous de chacun des programmes. Regardons l'ensemble. Augmentation de 35 % alors que pendant la même période, l'inflation était à 22 % Donc, Madame la Présidente, on investit le budget du ministère de la Culture. Les dépenses consolidées du ministère de la Culture n'ont jamais été aussi hautes. Donc, continuons sur cette lancée-là, tout en tendant la main au milieu culturel. En question principale, je reconnais maintenant Monsieur le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Dans ma circonscription, la clinique médicale Archimède elle me rend particulièrement fier. C'est un modèle différent qui rallie des IPS, des médecins, des travailleuses sociales, des nutritionnistes qui traitent principalement des patients avec des problématiques complexes. Les professionnels de cette clinique-là font les choses différemment et ça fonctionne. Malheureusement, l'arrivée de Santé Québec vient anéantir les efforts des travailleuses et des travailleurs de cette clinique-là. 5 000 personnes, Madame la Présidente, 5 000 personnes qui vont perdre l'accès à cette clinique-là parce qu'elle se bute à une rigidité administrative. Voyez-vous, Madame la Présidente, pour le ministre, il y a juste une façon d'être financé. Il faut rentrer dans des petites cases bien carrées. Ce que la clinique réussit à faire, c'est parce qu'elle ne se limite pas au cadre du ministre. Est-ce que le ministre peut admettre que l'arrivée de Santé Québec, avec son approche centralisatrice, est en train de faire disparaître des initiatives innovantes qui soignent des gens pour vrai, comme la clinique Archimède? La réponse du ministre de la Santé. Bon, premièrement, Madame la Présidente, je voudrais rectifier quelques faits, dont le premier, que l'arrivée de Santé Québec n'a rien à voir avec la décision du ministère concernant la clinique Archimède que je connais très bien. Alors, rectifions les faits. L'arrivée de Santé Québec n'a rien à voir avec ça. Bon. Deuxièmement, c'est toujours une question, souvent, de négociation, parce qu'à l'intérieur d'une GMF, si GMF soit-elle, il y a des négociations qui sont faites avec les médecins, avec des primes ou sans primes. Je voudrais juste dire que la clinique Archimède, parce que je n'irai pas trop loin dans le détail, parce que c'est des discussions qui ont cours en ce moment avec le ministère, est-ce que cette clinique-là est plus une clinique GMF, comme on l'appelle, ou la clinique visée, par exemple, par des IPS? Alors, Madame la Présidente, je trouve un peu déplorable que le député qui connaît très bien la situation et les différends qu'il y a entre les médecins de la clinique et les primes qui sont allouées, amène ça ici. C'est son droit, mais moi, je dirais que je n'irai pas plus loin dans mes commentaires, mais ça n'a rien à voir avec Santé Québec. Première complémentaire. Moi, ce que je trouve déplorable, Madame la Présidente, c'est que 5 000 patients vont devoir se déplacer vers Vanier ou Le Bourgneuf. 5 000 patients qui n'ont pas nécessairement accès à une automobile, 5 000 patients qui vivent avec des problématiques complexes, dont des enjeux de santé mentale notamment. Est-ce que c'est ça la réforme Dubé? Moins d'accès à des services de première ligne pour les plus vulnérables, des services de proximité loin de là où les gens habitent? On veut une réponse parce que c'est sérieux cette question-là, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le leader, je vous écoute. Je pense que je sais ce que vous allez dire, mais allez-y. Madame la Présidente, dans notre Assemblée, on se nomme par nos titres et non par notre patronyme, Madame la Présidente. Et non par notre nom de famille non plus. Voilà. La leçon est bien prise. La réponse du ministre. Bien, écoutez, je pensais que j'avais été clair au début, Madame la Présidente, et je vais le répéter. Les discussions qui ont cours jusqu'à maintenant avec la clinique sont beaucoup plus à voir avec la rémunération des médecins,
dans un contexte de qualification d'une GMF actuelle ou d'une GMF qui passerait à un système d'IPS. Madame la Présidente, je le répète, ça n'a rien à voir avec Santé Québec et je ne sais pas pourquoi le député veut aller là pour certaines raisons peut-être dogmatiques de son parti par rapport à Santé Québec. C'est son choix, mais ça n'a rien à voir. En terminant. Et deuxième complémentaire. Pour ce faire, je reconnais le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond en santé au Québec. Je ne vois pas pourquoi le ministre voudrait viser Archimède, qui roule très bien depuis 10 ans, qui donne des preuves. D'ailleurs, il y a 2 ans, à l'étude du projet de loi 11, le ministre disait lui-même « Parlez-moi d'Archimède, ça m'intéresse beaucoup ». Puis de fait, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est le modèle sur lequel on s'entend, multidisciplinaire. Alors, par souci de cohérence, est-ce que le ministre qui dit que ce n'est pas Santé Québec, donc ça doit être lui, par souci de cohérence, est-ce qu'il peut assurer la survie d'Archimède? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je pense que, et je vais corriger aussi mon collègue député de Rosemont, ce n'est pas une question ici de savoir si le principe d'Archimède, qui combine en ce moment des médecins avec des infirmières, qui est un excellent système. Mais on a besoin de clarifier, est-ce que les primes qui sont données à des médecins qui pratiquent, par exemple, dans des cliniques comme celle-là, on sait qu'il y a des primes qui sont négociées au niveau des conventions, est-ce que ça s'applique à la clinique Archimède ou il faut faire des exceptions? Le CIS de la capitale nationale a eu de nombreuses discussions. On a extensionné ce projet pilote-là pendant de nombreuses années à des surcoûts. En question principale, je reconnais maintenant le député de Schlager-Maisonneuve. Merci, Mme la Présidente. Il y a 2 semaines, mon collègue de Jean Talon révélait que le gouvernement a vanté les bas salaires du Québec pour attirer Nordvolt. Or, on a creusé un peu, puis ce n'est pas un cas isolé, c'est même une pratique systématique chez Investissement Québec. Je dépose donc 2 brochures d'Investissement Québec dans lesquelles le gouvernement se vante de notre main-d'œuvre 34 moins chère qu'aux États-Unis. Et sur le site d'Investissement Québec, on trouve même ce tableau. Juste en bas, on peut lire en anglais « Wages are less than anywhere else in North America ». Bref, aux Québécois, le premier ministre dit qu'il veut des jobs payantes, mais aux multinationales étrangères, le message change. Venez-vous-en au Québec, on paye moins cher que partout ailleurs. Madame la Présidente, le premier ministre est en pleine tournée en France. Il rencontre en ce moment des entreprises. Est-ce que c'est toujours la politique officielle de la CAQ de mousser les bas salaires du Québec à l'étranger? Est-ce que le premier ministre est en train d'attirer des entreprises françaises en vantant le cheap labor du Québec? Consentement pour le dépôt des documents? Consentement? Non, il n'était pas retiré, vous le savez. Je reconnais maintenant pour sa réponse la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente. En fait, vous savez, attirer des projets d'entreprise, particulièrement dans les secteurs stratégiques, ça s'avère être une course à la fois internationale, une course contre la montre également. Et le Québec a tous les atouts requis pour se positionner de manière avantageuse dans le secteur de la transition énergétique, de la filière batterie. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, quand on met de l'avant nos atouts, ça inclut une variété d'éléments, notamment les ressources naturelles dont on dispose, les talents dont on dispose, également les règlements, le soutien gouvernemental, l'accompagnement qui peut être offert. Et il s'avère que les démarches que l'on a faites pour attirer Nordvolt, en fait, permettaient de créer des milliers d'emplois très bien rémunérés qui vont permettre au Québec de rehausser le salaire moyen. Et on le sait, notre objectif, c'est de faire en sorte de réduire l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario. Alors, avec le projet Nordvolt, avec le projet de filière batterie, c'est ce dans quoi on s'engage pour arriver à nos fins, améliorer le niveau salarial des employés québécois et faire en sorte de nous positionner de manière stratégique. Première complémentaire. La CAQ au pouvoir, Mme la Présidente, on était supposé d'avoir des grosses jobs payantes, 35-40 piastres de l'heure, mais après 6 ans de mandat, tout ce qu'on a, c'est des usines de batterie qui ferment avant même d'avoir ouvertes, un salaire minimum ridiculement bas et une explosion du coût de la vie. C'est même rendu que c'est un atout d'avoir des salaires plus bas qu'ailleurs en Amérique du Nord. La CAQ n'a pas rempli sa promesse, il lui reste 2 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que le premier ministre est en train de faire dans sa promotion des entreprises du Québec? Est-ce qu'il est en train de dire ça en France, que ça paye moins cher ici au Québec? Venez-vous-en. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On l'écoute.
Oui, Madame la Présidente, j'aimerais rappeler quand même l'ensemble des entreprises qui sont déjà actives et qu'on a réussi à attirer, notamment dans le parc industriel de Bécancour. J'aimerais d'ailleurs partager des informations que notre collègue de Nicolet Bécancour nous a partagées cette fin de semaine, à savoir que sous les libéraux, dans le parc industriel de Bécancour, le seul qui soit détenu par le gouvernement, il y avait une seule entreprise qui avait été attirée en 4 ans. Alors, pas étonnant qu'ils aient perdu leur statut de partie de l'économie. Nous, parmi les entreprises qu'on a attirées dans le projet filière batterie, on compte par exemple Nouveau Monde Graphite, EcoPro, Ultium, Nano One, Volta Énergie. Pardon, OK, je continue tout à l'heure. Deuxième complémentaire. Chut, chut. Attendez. Deuxième complémentaire. La ministre ne répond pas du tout à mes questions. C'est pourtant très simple. Est-ce que c'est la politique officielle de ce gouvernement de se promener à l'étranger et d'attirer des entreprises ici en vantant les bas salaires? Regardez, en Amérique du Nord, nous sommes les gens qui payons les moins chers nos travailleurs. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Vous en faites la promotion à l'international. La question, Madame la Présidente, c'est-tu pour ça aussi que vous maintenez le salaire minimum aussi bas? Vous aimez ça, visiblement, faire la promotion des salaires bas au Québec? Est-ce que c'est ça? Attention, attendez ici. Je vais me permettre de rappeler la règle, Monsieur le chef, vous m'écoutez aussi? Article 35, paragraphe 4, vous ne pouvez pas vous adresser directement à un collègue ou une collègue. Passez par moi, je suis votre filtre, vous adressez à la présidence. Il vous reste 5 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, est-ce que c'est pour ça que ce gouvernement désire garder le salaire aussi bas, salaire minimum, parce qu'ils aiment ça vanter le salaire bas? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, notre objectif, et on chemine vers cet objectif-là, c'est de rehausser les salaires des Québécois. Et preuve en est ici qu'on a la variation du salaire hebdomadaire moyen depuis 2018, Québec versus reste du Canada. Dans le reste du Canada, les salaires ont augmenté de 22 % en moyenne. Au Québec, de 26,4 %. Et ce sont tous les Québécois qui bénéficient de ce rehaussement-là. Alors, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Il faut travailler avec les données qui existent sur le plan salarial. La réalité, c'est que les employés ici vont avoir accès à des emplois dans des créneaux d'avenir, à très bons salaires qui vont nous permettre de rehausser le niveau de vie, la qualité de vie des Québécois et aussi générer des retombées pour le gouvernement afin qu'on investisse dans nos services d'éducation. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Le 13 octobre, c'est dans moins de 2 semaines et les victimes d'actes criminels ont peur de ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que c'est à cette date que la réforme du ministre de la Justice va couper froidement leur indemnité. J'ai reçu dans les derniers mois des témoignages déchirants de personnes qui ont subi des crimes atroces. Leurs séquelles les empêchent de reprendre le cours normal de leur vie et la froideur des coupures prévues ajoute une couche de drame à leur situation. En mai dernier, j'ai posé la question au ministre et j'ai évoqué des victimes d'agressions sexuelles qui subissent encore un stress post-traumatique. Est-ce que le ministre pense que ça va se régler dans les 2 prochaines semaines? J'ai évoqué le cas d'une mère incapable de travailler qui élève seule ses enfants avec rien d'autre qu'une pension alimentaire et l'indemnité de l'IVAC. Le ministre pense-t-il que si on lui coupe ses indemnités, elle sera encore capable de faire vivre ses enfants et de se faire vivre? Je lui redemande ce que je lui demandais en mai. Est-ce qu'il va reconsidérer sa décision d'abandonner l'indemnisation des victimes? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, s'il y a un gouvernement qui prend à cœur l'intérêt des victimes d'infractions criminelles, je pense qu'on peut l'affirmer sans embûche que c'est le gouvernement de la CAQ, Madame la Présidente. Lorsqu'on a fait la réforme de l'IVAC, qui est entrée en vigueur en 2021, depuis ce temps-là, il y a 200 millions de plus qui sont versés annuellement en indemnisation des victimes d'actes criminels. La réforme que nous avons faite vise à couvrir 2 fois plus de personnes victimes d'infractions criminelles. Toutes les infractions contre la personne sont désormais couvertes. L'exploitation sexuelle n'était pas couverte. Le voyeurisme n'était pas couverte. La pornographie juvénile n'était pas couverte. Le rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite, c'était pas couvert. Le leurre d'enfant, c'était pas couvert. Les actions indécentes, c'était pas couvert non plus. L'entente ou l'arrangement, l'infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, c'était pas couvert. C'est toutes des infractions criminelles qu'on a rendues accessibles. Le 13 octobre prochain, les gens qui auront une attestation médicale d'un médecin
qu'ils ne sont pas en mesure de travailler vont pouvoir bénéficier des aides financières supplémentaires. Même chose pour ceux qui ne sont pas capables de réaliser leurs tâches quotidiennes. Première complémentaire. Madame la Présidente, je l'ai dit en mai et je le redis, nous reconnaissons les bons côtés de la réforme parce qu'il y a vraiment eu des avancées qu'il faut saluer. Mais la question aujourd'hui, elle concerne les victimes qui ne sont pas capables de terminer leur processus de reconstruction et à qui on va couper l'indemnité. J'ai posé au crédit la question, on parle de combien de personnes? Combien ça coûterait? Il a fallu que je fasse une demande d'information. On parle de 1 464 personnes. Pourquoi on veut leur couper leur indemnité? Concentrons. La réponse du ministre. Madame la Présidente, les aides financières qui sont accordées aux personnes qui ont été victimes, les indemnités temporaires, se poursuivront si elles sont attestées par un professionnel de la santé. 3 aides financières. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas quelqu'un de l'IVAC qui va décider de faire une terminaison de l'aide financière temporaire, parce qu'il faut le dire, le montant forfaitaire va jusqu'à 295 000 $ qui peut être accordé la somme forfaitaire. On parle d'aide temporaire et l'aide temporaire va se poursuivre jusqu'à 3 ans supplémentaires à partir du 13 octobre prochain si elle est attestée par un professionnel de la santé par rapport à la personne qui est inapte à travailler ou même si elle a subi... Deuxième complémentaire. Cette extension-là, c'est un diachylon sur une plaie béante. Le problème va se représenter encore dans 3 ans. Le protecteur du citoyen a proposé, lui, une solution. Il dit « réévaluons périodiquement l'état de ces personnes-là pour ne pas les laisser tomber, pour ne pas laisser tomber Annie, Valérie, Stéphanie et tant d'autres victimes qui ont subi des crimes atroces. Est-ce qu'on peut reconsidérer la décision et ne pas les laisser tomber? » La réponse du ministre. Madame la Présidente, comme je le disais, avec la réforme de l'IVAC, on a consacré 200 millions supplémentaires et chaque victime qui, au 13 octobre prochain, aura une attestation d'un médecin qui dit qu'elle est en incapacité de travailler, qui a un lien d'emploi avec son employeur, qui est en incapacité de travailler ou qui n'est pas capable de remplir ses tâches quotidiennes et qui n'a pas de lien d'emploi, qui n'est pas capable de se laver, de se faire à manger, de sortir de la maison, elle aura l'aide financière supplémentaire qu'on a prévue. Même chose pour les personnes qui ont subi un stress post-traumatique et qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur emploi. Bien, il y aura une aide financière supplémentaire également pour se réorienter, pour trouver un emploi qui va leur permettre de réintégrer le marché du travail. En question principale, je reconnais maintenant Madame la députée de Lapinière. Madame la Présidente, une dame de 86 ans atteinte d'Alzheimer depuis 15 ans est décédée en décembre, a été victime de maltraitance grave au CHSLD de La Prairie. Sa fille a appris 8 mois plus tard qu'une employée du CHSLD avait vu un préposé agresser physiquement sa mère quelques semaines avant son décès. Elle veut savoir pourquoi ni le CHSLD ni le CIS ne l'ont jamais informée. Elle reste sans réponse après avoir parlé aux gestionnaires, aux commissaires aux plaintes, à la police qui faisait enquête, mais l'omerta règne. Elle affirme que les gestionnaires sont plus préoccupés de trouver l'employé qui l'a informée, elle, que de faire la lumière et trouver des réponses. En juin, des employés se sont regroupés pour dénoncer la situation, l'inaction de l'établissement qui mettrait en péril la sécurité de ses résidents. Ils ont écrit au ministre de la Santé et à la ministre responsable des Aînés pour dénoncer et leur demander d'intervenir. Que répondent-ils à cette dame qui attend toujours des réponses? De la ministre responsable des Aînés. Oui, Madame la Présidente, je me réjouis d'avoir une question concernant les aînés, mais je suis extrêmement désolée d'entendre qu'au Québec, nous avons encore des situations comme celles que vous rapportez qui sont inadmissibles, Madame la Présidente, et je suis d'accord avec ma collègue députée de Lapinière, ce qui s'est passé au CHSLD de La Prairie est injustifiable. La loi sur la maltraitance oblige les employés à dénoncer, à déclarer, et les gestionnaires ont la responsabilité d'assurer le suivi. Alors, il y a eu une demande d'enquête interne par le CIS de Montérégie-Ouest. Je ne suis pas satisfaite des résultats de cette enquête, des conclusions de cette enquête interne,
Et j'ai demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux d'aller sur le terrain avec l'équipe d'inspection afin de me soumettre un rapport sur la situation qui s'est déroulée dans cet établissement. Principale à nouveau, la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, savez-vous ce qui est arrivé à la porte-parole du groupe d'employés qui a porté plainte et demandé l'intervention des ministres devant l'inaction de l'établissement? Elle a été suspendue 2 semaines sans solde jeudi dernier. Ça s'appelle des représailles, ça, Madame la Présidente. C'est interdit par la loi visant à lutter contre la maltraitance. Cette loi oblige même tout témoin de maltraitance à la dénoncer. Est-ce que ce n'est pas la preuve que le gouvernement est incapable de protéger les gouvernements vulnérables et de faire respecter sa propre loi? En plus, l'employé qui a agressé la dame et 2 autres résidents, lui, a été suspendu 3 semaines avec solde. En plus, on l'a relocalisé dans un milieu avec des gens encore plus vulnérables. Comment peut-on laisser cet homme sévir dans d'autres milieux? C'est inacceptable, c'est même scandaleux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous adressez à la présidence et la réponse de la ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, je pense que ma collègue députée de Lapinière, en tout respect, n'a pas compris la première réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit que je n'étais pas satisfaite du processus à l'interne, de l'enquête interne, des résultats, des conclusions que j'ai reçues et que j'ai demandé une enquête de notre équipe d'inspection du ministère de la Santé et des Services sociaux et je vais suivre le dossier de très près. Cette situation est inadmissible et je vais regarder ça de très près, Madame la Présidente. Voilà, c'est la fin de la période de questions et de réponses orales.